Forum Radio J, dont vous êtes l'invité, Valérie Pécresse, bonjour. Bonjour. Alors avec au menu de cette émission, et comme chaque dimanche, un tour d'horizon sur l'actualité de la semaine. On va parler de la rupture chez les Le Pen, une affaire politique ou une affaire de famille. Et au-delà, un atout ou un handicap pour l'UMP et son candidat à la présidentielle. On va parler aussi de l'UMP, avec justement les grandes manœuvres qui ont commencé dans la perspective de 2017. Changement de nom, primaire, projet. Quel est l'ADN de votre famille politique? Comment à la fois faire rêver les Français, rassembler la droite sans rallumer la guerre des ambitions? On va parler aussi de François Hollande, de ses déclarations sur Canal+ ce midi. Et pour commencer, Valérie Pécresse. Et avant de revenir aux annonces sociales de François Hollande ce midi sur Canal+, ce nouveau drame survenu en Méditerranée, qui a été notamment commenté par le président de la République, avec le naufrage d'une embarcation transportant 700 migrants, 1100 morts en 4 jours. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je crois qu'il faut que l'Union européenne soit saisie. Ce que nous sommes en train de vivre est un drame humanitaire dans la Méditerranée qui est le creuset de notre civilisation européenne. Donc on ne peut pas rester immobile et je crois que le président de la République doit saisir l'ensemble des chefs d'État européens au Conseil européen et qu'il faut que nous ayons une position vis-à-vis de la Libye et vis-à-vis de tous les pays méditerranéens. Alors, on ne peut pas laisser ces massacres se perpétrer toutes les semaines maintenant à nos portes. Alors il a dit justement qu'il allait saisir les instances européennes, les dirigeants de la Commission européenne, Donald Tusk, le dirigeant européen, mais au-delà de saisir des Européens, des chefs d'État, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut qu'on patrouille en Méditerranée, il faut qu'on empêche ces bateaux de couler, ces drames humains de se passer. Je pense qu'il faut débloquer des fonds pour pouvoir patrouiller en Méditerranée et empêcher ces drames. C'est ce qu'a annoncé le président de la République, donc des patrouilles d'avions, de bateaux. Il dit aussi, les gens qui mettent ces gens sur les bateaux sont des terroristes. De toutes les façons, c'est des criminels contre l'humanité. Ils savent très bien que les bateaux vont couler. Donc le sujet aujourd'hui, c'est effectivement aussi la sanction de tous ces réseaux de passeurs. Mais comme c'est encore plus difficile, autant agir vraiment efficacement et effectivement y mettre les moyens. Je suis d'accord avec le président de la République là-dessus. Et quand vous parlez de Libye, vous avez entendu les accusations contre Nicolas Sarkozy, donc qui s'était préoccupé de la situation libyenne à la fin du régime du colonel Kadhafi. Et on dit aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, c'est à cause de l'action de la France. Vous répondez quoi à ça ? Je réponds qu'on ne pouvait pas laisser massacrer des dizaines de milliers de civils libyens à Benghazi. Le sujet de la transition libyenne est un sujet différent. C'est vrai qu'on n'avait pas anticipé l'effondrement de l'État libyen, mais qui l'avait anticipé? C'est toujours très facile, monsieur Aziza, et vous le savez mieux que quiconque, de réécrire l'histoire. Alors, écrire l'histoire, justement, puisqu'on est en plein dans l'histoire, 100 ans après le génocide arménien, on massacre encore des chrétiens au Proche-Orient et en Afrique parce qu'ils sont chrétiens et toujours dans l'indifférence quasi généralisée. Comment l'histoire peut bégayer à ce point-là ? Vous avez raison. D'abord, puisque nous sommes en cette année du centenaire du génocide arménien, je pense que le devoir de mémoire qui s'exerce cette année doit être aujourd'hui plus que jamais un devoir d'action. Parce que, vous l'avez dit, aujourd'hui, on massacre encore des milliers, des dizaines de milliers d'êtres humains sur la planète pour leur religion. Et moi, vous le savez que je m'en suis émue dès l'été dernier, et en créant le groupe à l'Assemblée nationale pour la défense des chrétiens d'Orient. À l'époque, on m'avait dit « Oulala, il ne faut pas parler de chrétiens, c'est mal. Il faut parler des minorités persécutées. Puis il ne faut pas parler d'Orient. Ah, c'est mal de parler d'Orient parce qu'on cible, on stigmatise. Il faut parler des minorités persécutées dans le monde. » Oui, puis comme ça, on parle de la paix universelle et on n'agit pas. Moi, je vous le dis, il y a un devoir d'action. Et de ce point de vue, attention à ne pas en oublier. Quand on parle des chrétiens d'Orient, en réalité, on parle de la liberté de croire, et cette liberté de croire qui doit être préservée dans le monde entier. Moi, j'ai été un peu frappée de voir que le président de la République, quand 21 coptes égyptiens sont assassinés en Libye, dit citoyens égyptiens, il ne dit pas copte égyptien. Je suis frappée de voir aussi que quand les étudiants se font assassiner au Kenya, il n'y a pas de chef d'État français qui va au Kenya pour là aussi ni chef exprimer... d'État français, ni chef d'État européen, ni chef d'État... Aucun chef d'État européen, aucun chef d'État européen, aucun chef d'État occidental n'y est allé. Moi, je le dis, ce qui s'est passé au Kenya est un drame humanitaire, mais c'est aussi un drame de civilisation. Alors, on en vient... aux annonces de François Hollande, les annonces sociales. Notamment... Pardon, si je peux revenir sur cette question des chrétiens d'Orient, parce que j'ai oublié de le dire. J'ai eu un petit choc. Nous avons saisi le commissaire
européen aux affaires humanitaires, le groupe des Chrétiens d'Orient de l'Assemblée nationale. Et il a refusé de nous recevoir. Voilà, il a refusé de nous recevoir parce qu'il considère sans doute, j'imagine, que la cause des Chrétiens d'Orient n'est pas une cause humanitaire qui doit mobiliser l'Europe. Alors pour répondre à ça, avec tous les parlementaires de tous les groupes de l'Assemblée nationale qui font partie de mon groupe d'études, nous avons décidé d'envoyer une lettre à tous les groupes parlementaires de tous les parlements européens pour les sensibiliser et pour qu'ils interpellent la Commission européenne pour qu'on agisse au niveau européen sur cette question des chrétiens d'Orient. Alors on en vient donc aux déclarations de François Hollande ce midi sur Canal+, avec notamment cette prime d'activité qu'il a donc décidé de mettre en place pour, a-t-il dit, inciter à la reprise du travail et que le travail soit valorisé, notamment en direction des jeunes. Qu'est-ce que vous pensez de cette annonce du président de la République ? Je crois profondément, mais ce que je dis va mettre à bas 10 ans d'action politique. Je crois profondément qu'on fait fausse route. Je crois qu'il faut changer le logiciel. Il faut que le travail paye plus que l'assistance. Mais il faut sortir de cette logique d'allocation pour aller vers une logique d'augmentation du salaire direct. Du salaire direct. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au lieu de donner une prime d'activité, il faut baisser les charges salariales. Et en baissant les charges salariales, on redonne directement du salaire aux travailleurs pauvres, aux jeunes qui sont en temps partiel, à ceux qui sont en intérim. Et c'est ça, parce que c'est le travail qui doit payer. On arrête la logique de guichet, on arrête les usines à gaz administratives. Vous savez ce qui va se passer avec ce RSA activité pour les jeunes ? Ça va être comme le RSA activité pour les plus âgés. Il y aura 2/3 des Français qui y ont droit, qui ne le demanderont pas, parce que c'est tellement lourd de faire un dossier à la CAF, d'aller demander. Et puis dès qu'on change de situation administrative, il n'y a plus personne qui vous le donne. Donc, on vous réclame les trop perçus après. Donc moi, ce que je vous dis, c'est que c'est par son travail qu'on doit trouver cette mais là, vous dites ça va dans le mauvais sens ou Non, je dis il faut changer le logiciel. Nous avons là, essayé... il fait une annonce, le président de la République, vous dites banco, vous dites chiche, ou vous dites... ça vaut rien. Je dis cet argent devrait être mis dans une baisse des charges salariales qui permettrait d'avoir plus de salaire direct quand on travaille. Pour les salaires pas une logique de guichet. 1,6 fois, je crois, le SMIC, il y a peu de charges. Patronales. Oui. Patronales. Mais salariales, il y en a encore. Et de toutes les façons, il faut que aujourd'hui on redonne du pouvoir d'achat. Si le SMIC net était plus élevé, il y aurait plus de pouvoir d'achat et on ferait toute l'économie de ces dossiers administratifs. Alors, mais j'ai pas très bien compris donc votre analyse et votre réaction. C'est simple, on passe d'une logique, on arrête on invente la vraie réforme qui redonnerait de la valeur au travail, qui ferait que le travail paye plus que l'assistance. Cette vraie réforme, ce serait une augmentation des salaires directs par la baisse des charges. C'est ça la vraie réforme, et pas le RSA activité qui est une usine à gaz dont on sait très bien qu'elle est à la fois inefficace et en même temps source d'abus. Et alors c'est la base de ce que certains à l'UMP, notamment Laurent Wauquiez, appellent la culture de l'assistanat ? Non, mais c'est pas ça. C'est que on a un raisonnement où c'est l'État qui intervient systématiquement dès qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Moi, je pars du principe qu'en réalité, c'est le travail qui doit vous donner vos revenus et c'est pas toute une nébuleuse d'aides. Vous savez, aujourd'hui, on a tellement d'aides qui partent dans tous les sens que effectivement, on se rend plus compte de ce qu'on touche vraiment à la fin, de ce que c'est que le revenu. La part du salaire dans le revenu doit être plus importante, la part des allocations moins importante. Est-ce que vous êtes de ceux et de celles qui considèrent qu'il y a trop d'assistanats en France et qu'il faut passer, d'après ce que vous dites, c'est un peu ce que vous dites ? Non, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'il faut passer d'une logique de suradministration à une logique de travail. Mais vous avez raison, il y a de l'assistanat en France. Et quand Mme Touraine ose nous dire qu'il n'y en a pas, mais bien sûr qu'il y en a. Trop d'assistanat ? Bien sûr, trop d'assistanat. Et je vais vous donner un exemple. C'est Laurent Wauquiez qui parlait Ce ne sont pas mes mots. Ce ne sont pas mes mots. Comparer l'assistanat à un cancer. Ce ne sont pas mes mots, mais je vais vous le dire. Je vais vous dire ce qui crée les problèmes. Je vais vous prendre l'Île-de-France, la région que je connais le mieux. On a donné 75% de gratuité dans les transports en commun aux étrangers en situation irrégulière et à leurs familles. C'est juste ? C'est juste par rapport aux étrangers en situation régulière qui, eux, payent plein pot. C'est juste par rapport aux Français en situation régulière qui payent plein pot. Non. Et donc, quel rapport avec la proposition de François Hollande ? Non, mais vous me demandez s'il y a de l'assistanat en France. Oui, il y a de l'assistanat. Il y a une fausse générosité qui fait que dans certaines situations qui paraissent dramatiques, on donne des avantages sociaux qui mettent un certain nombre de personnes dans des situations plus favorables que ceux qui respectent la loi, que ceux qui travaillent. Alors, et ça, c'est injuste, monsieur Aziza. Et ça nourrit les extrêmes. Autre annonce du président de la République. Mais je pourrais vous donner un autre exemple. Oui. On a plus de chance aujourd'hui
d'avoir un logement social en Île-de-France si on est au revenu de solidarité active que si on est intérimaire chez Carrefour, parce que quand on est intérimaire chez Carrefour, on n'est pas prioritaire. Alors, autre annonce du président de la République, ça concerne l'apprentissage. Les employeurs ne paieront plus rien pour les apprentis lorsqu'ils sont mineurs dès la rentrée prochaine. Votre réaction? Non, mais attendez, sur l'apprentissage, c'est merveilleux. François Hollande, qui est le responsable, monsieur Aziza, vous m'entendez bien, le responsable de la chute dramatique de l'apprentissage depuis 2 ans, vient nous expliquer qu'il va faire quelque chose pour l'apprentissage. Moi, j'en ai assez de cette politique de yo-yo. La politique, c'est pas un yo-yo. On n'est pas en train de donner un coup à gauche, un coup à droite. Qui a supprimé l'aide de 1 000 € par apprenti pour toutes les entreprises de plus de 10 salariés? C'est François Hollande. Qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, tous les patrons... J'étais encore, il y a 2 jours, à Palaiseau, avec des patrons d'agences immobilières qui me disaient on ne prend plus d'apprentis. On ne prend plus d'apprentis parce qu'on nous supprime les primes dès lors que le jeune ne va pas en cours. Nous, c'est trop lourd pour nous. On n'a pas la possibilité de choisir nos apprentis. On n'en prendra plus. Donc le sujet aujourd'hui, c'est un sujet de la confiance des PME vis-à-vis de la stabilité politique, de la stabilité d'une politique. Donner des primes, c'est bien, mais s'il y a 12 conditions pour les avoir, eh bien ça devient totalement dissuasif. Pardon. Alors, dans l'actualité, il y a aussi de nouvelles interrogations en ce qui concerne la reprise, puisque le FMI prévoit 1,2% de croissance en France pour l'année 2015, l'OFCE 1,4%, alors que le gouvernement avait inscrit 1% de croissance dans le cadre de la prévision budgétaire 2015. Est-ce qu'on assiste à un début de retournement de conjoncture, d'après vous ? Oui, mais le retour de conjoncture, c'est le retour conjoncturel du monde entier. C'est-à-dire c'est un retour conjoncturel qui est lié à la politique monétaire de M. Draghi, c'est un retour de conjoncture qui est lié à la reprise de la croissance en Grande-Bretagne, dans le reste du monde. On voit bien que les moteurs de la croissance française sont à l'arrêt. Donc les moteurs à l'arrêt, ça veut dire qu'il faudrait faire quoi alors? Moi, j'ai écouté le président de la République pendant 2 heures. Je n'ai rien entendu. J'ai vu énormément d'images. J'ai pas entendu le son. Qu'est-ce qu'il propose le président de la République pour animer la croissance dans le pays, à part distribuer des allocations et distribuer des primes? Pour l'instant, rien. Voilà. Alors le sujet, c'est qu'il va y avoir une loi Rebsamen et une loi Macron qui vont passer à l'Assemblée nationale. Ces 2 lois sont des lois excessivement timides, qui n'apportent aucune solution à la complexité du droit du travail, à la complexité de la réglementation, de la bureaucratie qui étouffe les entreprises, et au matraquage fiscal qui reste le principal problème pour investir en France. Ça veut dire qu'il n'y a plus qu'à attendre 2 ans pour faire... Mais ça veut dire qu'il faudrait réformer, ça veut dire qu'il faudrait proposer, ça veut dire qu'on a 3 lois aujourd'hui. Je vous ai parlé de la loi Macron, on pourrait faire beaucoup plus dans la loi Macron. On pourrait assouplir le temps de travail et le faire par accord d'entreprise. On pourrait réformer l'assurance chômage. On pourrait lever les seuils sociaux pour toutes les obligations administratives des entreprises dans la loi Rebsamen. J'étais à Volpénil, en Seine-et-Marne, dans des entreprises. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit, les patrons? Il y avait un patron d'une entreprise de 42 salariés qui a doublé son chiffre d'affaires en 3 ans. Très, très, très profitable. Il m'a dit, j'ai atteint 43 salariés, je suis déjà en train de penser à comment je vais créer une filiale pour ne pas dépasser le seuil de 50. Donc il faut revoir les seuils. Hein. Mais il faut les relever, il faut désadministrer. François Hollande a parlé de choc de simplification, mais banco, on y va. Manuel Valls a parlé de simplification territoriale. La loi territoriale, elle revient en juin. Elle est où, la simplification? C'est un enchevêtrement. Tout le monde fait tout et le contraire de tout. Alors justement, tout le monde fait tout. On gaspille l'argent. Tout le monde fait tout et le contraire de tout. Ça, c'est la principale des injustices, le gaspillage d'argent public. C'est aussi valable en ce qui concerne les impôts. Il y a une controverse depuis la semaine dernière, puisqu'on a appris qu'un certain nombre de communes, de droite et de gauche, Toulouse, Bordeaux, Marseille, Lille, Lyon, avec 15% d'augmentation des impôts à Toulouse, après les élections, alors que les candidats, notamment UMP, avaient promis pendant la campagne qu'il n'y aurait pas d'augmentation d'impôts. Alors moi, je vous le dis, quand on promet quelque chose, on doit tenir ses engagements. Et quand on ne les tient pas, écoutez, c'est pas ça qui fait monter le Front National? Ça, c'est clairement, moi je le dis clairement, on doit tenir ses engagements, sinon on décrédibilise la parole politique. Je ne sais pas si les élus, en l'occurrence dont vous parlez, avaient pris cet engagement de campagne. S'ils l'avaient pris, ils doivent le tenir. Et nous leur rappellerons... Tenu, oui. Je ne sais pas s'ils l'avaient pris, parce que c'est vous qui me le dites, donc je ne sais pas, on vérifiera. Mais s'ils l'avaient pris, il faut qu'ils le tiennent. En revanche, ce qu'il faut quand même dire, c'est que le gouvernement est en train d'asphyxier les collectivités locales. Il leur demande d'investir, c'est très bien.
Mais les élus locaux sont des hommes et des femmes responsables. Si on leur dit, vous devez faire des investissements, il faut aussi qu'ils prévoient les budgets pour faire fonctionner ces investissements. Quand vous construisez une piscine, il faut prévoir tous les maîtres nageurs pour surveiller la piscine. Il faut prévoir l'entretien de la piscine. Donc c'est bien de la part du gouvernement de dire investissement, investissement. D'ailleurs, entre parenthèses, il a fait exactement le contraire depuis 3 ans, puisqu'il a coupé tous les investissements de l'État. Mais enfin ça, c'était sans doute parce qu'il n'osait pas réduire le nombre de fonctionnaires et baisser les dépenses de fonctionnement. Mais bref, il dit... Il faut investir. Les élus locaux sont responsables. On leur coupe les vivres, on leur demande d'investir. Vous voyez, c'est une équation qui est insoluble pour eux. Et si on leur dit ça, ils vont être obligés d'augmenter les impôts. Et moi, j'avais dit à Pierre Moscovici, il y a 1 an et demi, qu'est-ce qui va se passer avec votre coupe des dotations des collectivités locales? Est-ce que finalement, il ne va pas y avoir des augmentations d'impôts locaux? Il n'avait pas voulu me répondre. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Alors, autre actualité parlementaire, c'est la loi sur le renseignement. Écoutez, est-ce que ça va dans le bon sens pour lutter contre le terrorisme ou pas? Alors moi d'abord, je veux vous dire, j'étais très satisfaite que le président de la République ait répondu positivement à ce que l'opposition demandait, c'est-à-dire une saisine du Conseil constitutionnel sur cette loi. Donc là, vous dites, il a eu raison de proposer, d'annoncer... il a eu raison de nous répondre positivement. Donc saisine du Conseil constitutionnel. Bien sûr. Il a eu raison de nous répondre positivement. Pourquoi? Parce que moi, j'ai la conviction que cette loi, elle est nécessaire et qu'elle est utile. On est dans une situation de guerre contre le djihadisme et la protection des personnes justifie qu'on puisse avoir les mêmes moyens d'investigation que toutes les grandes polices et les grands services de renseignement du monde. Sinon, on sera dépendant des renseignements que nous donneront les pays étrangers. Ce n'est pas l'idée que je me fais de la souveraineté nationale. Donc, il faut qu'on ait un service de renseignement qui puisse agir. Elle est utile, mais il faut des garde-fous pour être certain qu'on n'arrivera pas à une société d'écoute généralisée. Donc il faut mettre des garde-fous. Et la saisine du Conseil constitutionnel fait partie des garde-fous qu'exigeait l'UMP. Et qu'exigeait l'UMP, oui, sans doute. Et quand Bruno Le Maire a dénoncé l'émergence d'une police politique à travers cette loi, est-ce que vous partagez, est-ce que vous faites la même analyse que lui? En tout cas, moi sur cette loi, je serai extrêmement vigilante. Nous allons nous réunir mardi dans le cadre du groupe UMP. Nous allons écouter les parlementaires qui ont mené le débat, qui sont les spécialistes de ces questions. Ils ont fait voter un certain nombre d'amendements pour obtenir qu'il y ait une commission vraiment indépendante qui surveille les écoutes. Ils ont obtenu aussi qu'il y ait un droit de recours. Moi, je vais regarder ça très attentivement. Je ne voterai cette loi que si elle présente suffisamment de garde-fous pour garantir les libertés publiques dans mon pays. La saisine du Conseil constitutionnel, ça vous suffit ou pas? Non, je vais regarder ligne à ligne cette loi pour vérifier. Mais on est en première lecture, monsieur Aziza. En première lecture, vous savez, le vote n'est pas le même qu'en seconde lecture. En première lecture, c'est un vote beaucoup plus exigeant parce qu'on peut encore obtenir des amendements et de perfectionner la loi. Alors, autre polémique, il y a beaucoup de polémiques ces temps-ci, celle autour de l'assassinat de la petite Chloé, cette petite fille de 9 ans qui a été assassinée à Calais par un Polonais. Donc polémique après que Laurent Wauquiez ait estimé qu'il y avait une relation de cause à effet entre cet assassinat et ce qu'il a appelé la politique de désarmement pénal de Madame Taubira. Moi, je ne polémiquerai pas sur ce drame qui est un drame épouvantable et que je ne souhaite à aucune famille. Ce que je pense, c'est que le drame de la petite Chloé est intimement lié au fonctionnement de Schengen. Au fonctionnement de Schengen et au fait que nous n'avons plus... Monsieur Aziza, je vous dis ce que je pense, oui, moi. Mais je voudrais que vous répondiez. Oui, mais je vous répondrai après. Ne vous inquiétez pas, je vous répondrai après. Je n'ai pas l'habitude d'esquiver les questions. Je vous dis juste que ce drame essaie de nouer pose la question de Schengen et de la fin des contrôles aux frontières. Ce criminel était interdit du territoire français. Il a pu rentrer en France et il est rentré en France, non pas parce qu'il y a la libre circulation en Europe, comme je l'ai entendu dire, mais parce que tout simplement on ne contrôle pas les identités aux frontières. Si vous voulez aller en Angleterre, il y a la libre circulation, mais on contrôle aux frontières. Donc le sujet, c'est Schengen et il faut qu'on en rediscute parce que ce sujet du criminel qui a tué la petite Chloé, mutatis mutandis, il se pose aussi pour un djihadiste qui rentre du djihad et qui rentre en Allemagne, qui est français et qui revient en France. Donc le sujet c'est Schengen et là, on ne peut pas l'esquiver. Ça, c'est la première chose. Ouais. La deuxième chose, c'est que je pense qu'en l'occurrence, ça n'est pas la politique de lutte contre la récidive des délinquants sexuels qui est en cause, même si, on le sait, le fait que Mme Taubira ait demandé qu'on supprime les peines de rétention de sûreté pour les criminels particulièrement dangereux, notamment les criminels sexuels, peut
à terme provoquer Non, mais là, ça des n'a cas pas, comme ça. ça n'a pas eu de cause. Ça n'avait relation de cause à effet aucun dans cette affaire, rapport. Ça n'avait aucun puisque rapport. d'ailleurs, Ça n'avait aucun rapport ce- puisqu'il était polonais et il était purgé sa peine en Pologne. Alors, Donc ça n'a pas de rapport. quand François Hollande dit, il considère que la garde des Sceaux a été attaquée bassement, notamment par Laurent Wauquiez. Vous dites, il a raison, François Hollande? Écoutez, moi, je ne veux pas polémiquer sur ce Non, mais drame. la Je ne veux polémique, pas elle fait polémiquer pas sur ce Ouais. drame. Ce que je dis, c'est qu'effectivement, en l'occurrence, le sujet, c'était Schengen. Vous ne voulez pas polémiquer sur ce drame, mais certaines personnalités de l'UMP polémiquent, puisque Bruno Le Maire a dénoncé les propos de Laurent Wauquiez. Jean-René Le Cerf, nouveau président UMP du département du Nord, regrette aussi l'utilisation de ce qu'il estime appartenir à un langage du Front National. Alors, et vous? Les petites phrases, franchement, c'est plus Mais la c'est pas des politique. petites phrases, là. Monsieur, c'est- si, Frédéric Aziza, c'est des petites phrases. Je vais vous dire, quand quelqu'un dans ma famille politique dit quelque chose qui ne me convient pas, je dis ce que moi je pense et je n'attaque plus. Je n'attaque pas parce que je pense qu'aujourd'hui, cette politique-là, plus personne n'en veut. Plus personne ne veut d'une politique de petites phrases. On a eu la guerre Fillon-Copé, c'est fini maintenant. Il n'y a plus de petites phrases au sein de notre famille politique. Est-ce que Wauquiez, c'est une chance pour l'UMP ou un risque d'une nouvelle buissonnisation, voire de l'eupénisation de votre famille politique? Mais moi, je vous ai dit que je n'attaquais personne. Non, mais Donc, là, je ne vais pas commencer c'est à maintenant. propos des idées. Mais monsieur Aziza, je n'attaque personne. Moi, j'ai mes idées, je vais les défendre. Je suis candidate, vous le savez, On va en à parler. la présidence d'une grande région et je serai moi-même, je serai libre et je dirai ce que je pense, Alors, mais je n'attaquerai pas Est-ce mes amis est-ce politiques. que la ligne Wauquiez est en adéquation avec le changement de nom de l'UMP, puisque vous allez vous appeler les Républicains? Est-ce que ce qu'il dit, ce qu'il fait, c'est républicain? Mais aujourd'hui, vous savez, j'ai commencé ma vie politique dans un parti qui s'appelait le Rassemblement pour la République. Donc, m'appeler les Républicains, je veux dire, ça correspond à mes valeurs. Et je me suis rassemblée pour la République. Et c'est la République qui m'a fait me lever et qui m'a fait rentrer en politique. Donc, moi, je me reconnais dans les valeurs de la République. Et j'ai d'ailleurs voulu que ma campagne régionale, on pourrait dire, va en c'est une... parler, Non, mais Nicolas. attendez, monsieur Ouais. Aziza, c'est important. Normalement, c'est une élection locale. Mais j'ai voulu la placer sous l'égide de valeurs. Et ces valeurs, c'est l'autorité, la liberté, la justice, qui sont des valeurs profondément républicaines. Je me sens républicaine, monsieur Aziza. Vous vous sentez républicaine? Est-ce qu'être républicain, c'est... on a vu certains dire Wauquiez ose tout. Est-ce qu'on peut tout oser en politique, y compris lancer des polémiques? Écoutez, invitez Laurent Wauquiez, parce que je sens que vous avez beaucoup de questions à lui poser. Non, mais vous êtes Laurent pas- Wauquiez est un homme politique à l'UMP. Vous savez que nous avons 200 000 adhérents et que nous avons des idées. Nous avons beaucoup d'idées. Aujourd'hui, Lui, c'est le numéro 3 de l'UMP. Donc, c'est le c'est numéro pas 3 de l'UMP. c'est pas un adhérent Écoutez, de base. moi, je suis moi, il y a Laurent Wauquiez, il y a Nathalie Kosciusko-Morizet, il y a Nicolas Sarkozy, François Fillon. Nous avons énormément de talents, énormément de différences. Et nous sommes divers dans nos différences. Et croyez-le bien, la ligne qui va gagner, c'est la ligne républicaine. Alors, a priori, d'après les sondages, la ligne qui va gagner, c'est la ligne Sarkozy, puisqu'il y a un sondage... La ligne républicaine, d'ailleurs, vous remarquez qu'on a supprimé les courants Ouais, dans l'UMP. Ça, c'est une très bonne chose. Moi, je suis ravie parce qu'on revient enfin à ce que j'ai toujours aimé dans l'UMP, dans l'ancienne UMP, c'est que justement, on était riche de notre diversité, mais qu'il n'y avait pas des clans, des chapelles, etc. Donc, ça bat en brèche toutes les critiques que vous pourriez faire sur un tel ou un tel, puisqu'il n'y aura plus de courant. En tout cas, il y a des déclarations. Il y a des déclarations. Mais donc il n'y aura c'est plus pour de courant. ça, quand vous les faites commenter... Il y aura une ligne majoritaire et on la votera en bureau Alors, politique. ligne majoritaire, a priori, d'après les sondages, et notamment les sondages IFOP publiés ce matin par le JDD, c'est la ligne Nicolas Sarkozy, puisqu'il fait course en tête dans la perspective de la primaire présidentielle, devant Alain Juppé, et très très loin devant François Fillon, dont vous avez été proche, a priori, dont vous êtes toujours proche. En clair, le match est plié pour 2017. C'est Nicolas Sarkozy. Vous savez, 2017, c'est très loin. Moi, je n'ai pas pris parti pour la primaire de 2017 pour la bonne et simple raison que moi, je voterai pour celui qui, en 2017, défendra les valeurs qui me sont chères. Et ces valeurs, c'est celles de Mais la tout le monde- Mais tout réforme. le monde va décider de défendre les mêmes valeurs, puisque vous êtes dans le même mouvement. Non, pas forcément. Il y a des sensibilités. Moi, je suis attachée à ce que l'on réforme ce pays. Je vous ai parlé tout à l'heure de passer d'une logique d'allocation à une logique de salaire direct plus élevé. Je pense que cette réforme-là, il faut qu'on la défende. Pareil, la notion du contrat de travail unique qui m'est cher. Le président de la République a reconnu que le contrat à durée indéterminée pouvait poser problème si on ne savait pas comment le rompre. Moi, ce qui me pose problème, c'est plutôt qu'il y ait des exclus du contrat à durée indéterminée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je suis pour le contrat je de me rends compte travail que j'ai oublié unique de vous poser une et question tout à contre l'heure. la précarité. Ce qui vous dérange aussi, c'est la réforme, la politique de l'éducation nationale
de Oh, Najat mais Vallaud-Belkacem. bien entendu, Najat Vallaud-Belkacem fait le contraire de ce qu'il faut faire. Elle a toujours pas compris que le collège uniforme, ça marche pas. Aujourd'hui, en supprimant les classes bilingues et les classes européennes, qui justement sont des filières d'excellence, qui dans les collèges les plus difficiles et les plus sensibles permettent de maintenir de la mixité sociale, au sein de l'éducation nationale, elle est en train de commettre une radicale erreur. Elle veut mettre tout le monde sous la même toise, elle n'obtiendra que la médiocrité pour tous. Alors, tout le monde sur la même toise. Nicolas Sarkozy veut peut-être aussi mettre tout le monde sur la même toise. Vous pensez, donc vous n'avez pas répondu tout à l'heure, pour vous, le combat, le match n'est pas plié pour 2017 ? Non, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, le sujet, c'est pas 2017. Le sujet, c'est 2015. Et c'est comment est-ce qu'on franchit cette nouvelle étape vers l'alternance. On a gagné les municipales, on a réussi au départemental à freiner la montée du Front National. Et moi, j'en suis très fière parce qu'on a montré au départemental que les vrais candidats, ceux qui avaient les vraies solutions pour la vie quotidienne des électeurs, c'était nous et c'était pas le Front National. Et j'entends bien poursuivre dans cette voie au régional et montrer que l'alternance crédible, c'est nous. Justement, les régionales. Vous êtes l'une des rares femmes tête de liste au régional. Il n'y en a pas beaucoup. Mais j'ai appelé à ce que nous investissions Virginie Calmels en Aquitaine pour qu'il y en ait au moins une deuxième. Mais à gauche non plus, il n'y en a pas. Parce que je dis pas beaucoup. Madame de la Gontrie n'arrive pas à frayer son chemin en Ile-de-France. Je ne parlais pas forcément de l'UMP, je parlais de tout parti confondu. Alors pour l'instant, le PS n'a pas encore choisi sa tête de liste. Vous préférez qui face à vous ? Jean-Paul Huchon, Marie-Pierre de la Gontrie ou Claude Barthelone ? Bon, moi, ce que je vois, c'est que le bilan calamiteux de Huchon, c'est finalement le boulet commun de tous les candidats socialistes, puisque quand on les teste dans les sondages, ils sont pour la première fois depuis 17 ans largement distancés par le bloc des candidats de la droite et du centre. Donc, ce que je veux dire, moi, aujourd'hui, c'est que quand vous avez un président de région pour lequel 61% des franciliens disent que c'est un mauvais président de région, ce serait paradoxal de le réinvestir. Maintenant, si le PS le réinvestit, de toutes les façons, Marie-Pierre de la Gontrie est comptable de ce bilan. Elle était la première vice-présidente depuis 11 ans. Donc votez Barthelone ? Monsieur Barthelone ne connaît pas bien la région, il ne connaît pas les sujets et il viendrait là, à mon avis, j'allais dire un peu en touriste. Je ne suis pas sûre que les parachutages comme ça de dernière minute, ça marche, mais après c'est son choix. Je n'ai pas à choisir le candidat. Ce que je vois, c'est qu'une gauche décrédibilisée, on ne se loge pas en Ile-de-France, le chômage n'a jamais été aussi haut, les transports n'ont jamais été aussi embolisés, la pollution n'a jamais été aussi élevée. Alors, excusez-moi, mais après 17 ans, un 4e mandat, pourquoi faire ? Et concernant cette élection, vous pensez aussi que c'est plié, ça sera vous la prochaine présidente de la région Île-de-France ? Non, parce que vous savez, c'est un combat très très difficile, l'Île-de-France, ça va être un combat homérique. La région est une région qui est traditionnellement très ancrée à gauche. 12 millions d'habitants. Hein. Oui, 12 millions d'habitants, mais une région très ancrée à gauche. Mais je crois aujourd'hui que les Franciliens sont, comme tous les Français, excédés par des hommes politiques qui font de la politique politicienne, des promesses qui ne tiennent pas et qui n'ont jamais tenu. Et 17 ans de promesses non tenues, ça appelle, je pense, du changement. Et moi, j'ai décidé de prendre le temps. Je suis partie très tôt, je suis vraiment à la rencontre des Franciliens en immersion. Cette semaine, j'étais à la Grande Borne, à Grigny, j'étais à Palaiseau, je vous l'ai dit, j'étais aussi à Évry, à Juvisy dans le RER pour parler de sécurité dans les transports. Je vais vraiment faire comme l'avait fait Jacques Chirac en 1994, vraiment aller à la rencontre des Franciliens, les écouter, faire avec eux cette campagne, et puis on luttera contre ces fractures et ces inégalités qui sont le principal échec de la gauche. Donc vous travaillez beaucoup, hein ? Je travaille, j'ai surtout une équipe formidable autour de moi, composée de tous ces jeunes élus que j'ai permis de faire émerger dans les territoires. Pourquoi je vous pose cette question ? C'est parce que votre ami Pierre Bédier, qui est président du conseil départemental des Yvelines, si je ne me trompe pas, oui. Dit que votre plus grande qualité, c'est d'être une bosseuse, et votre plus grand défaut, c'est d'être une bosseuse. C'est vrai ? Écoutez, allez dire ça aux Français, qu'il y a des hommes politiques qui ont envie de travailler. Je pense que le travail, le sérieux, l'exemplarité, l'honnêteté, ce sont des valeurs qui sont aujourd'hui plébiscitées par nos concitoyens. Et votre modèle, c'est Angela Merkel, paraît-il ? Regardez ce qu'elle a fait de l'Allemagne, il y a peut-être des choses à prendre. Et alors c'est vrai que qu'est-ce qui vous a pris de dire qu'Hillary Clinton n'avait pas exercé de vraies responsabilités ? Non, j'ai dit que c'était une grande dame de la politique américaine, mais que je me sentais plus proche d'Angela Merkel parce qu'elle avait réformé l'Allemagne. Mes propos ont été... ma phrase a été un peu coupée. Voilà. Et alors on dit aussi qu'avec vous, on ne se marre pas beaucoup, c'est vrai ça ? C'est des amis qui disent ça. Non, mais c'est vrai qu'avec Fillon, Juppé, Copé, Sarkozy, Xavier Bertrand, Bruno Le Maire, Laurent Wauquiez, c'est l'éclate. Ah bon ? Sûrement. Et avec Nicolas Sarkozy, on se marre plus ? Je ne l'ai pas cité ? Non, vous ne l'avez pas cité. C'est haïtien. Non, mais avec les hommes politiques, en général, c'est une grosse rigolade. C'est une grosse rigolade. Mais moi, ce que je pense... Vous n'avez pas beaucoup ri depuis que vous faites de la politique ?
Moi, je ne ris pas quand je vois la situation aujourd'hui des Français. Non, je ris pas. Et quand je vois la situation de mon pays, je ris pas non plus. Et je pense que les petites blagues à la Hollande, ça fait pas rire le pays. Et alors, est-ce que c'est une petite blague, ce que vous êtes en train de vivre, ce qu'on est en train de vivre, cette situation que l'on voit tous les jours évoluer au sein du Front National entre les Le Pen, père et fille? Ça vous fait rire ou ça vous fait pleurer? C'est un spectacle totalement pathétique. Mais le vrai crime de Jean-Marie Le Pen, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, vous allez nous le dire. Bah oui, c'est d'avoir soulevé le rideau sur les coulisses du Front National. Et Marine Le Pen ne peut est évidemment furieuse. Elle est évidemment furieuse parce que qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'au Front National, il n'y avait que des gens pas fréquentables, qu'il y avait encore des pétainistes, qu'il y avait encore des antisémites, que toute comment on dit, ce nouvel emballage que Marine Le Pen a mis sur le paquet cadeau n'avait rien changé au produit. Voilà, le FN, c'est encore un parti raciste et antisémite. D'ailleurs, il suffisait de regarder les dérapages de la campagne départementale. Allons voir les candidats frontistes et épluchons ce qu'ils disent. Et puis on verra la vraie nature du front. Parti raciste antisémite, leurs dirigeants, les dirigeants du Front National sont aussi racistes et antisémites, y compris Marine Le Pen? Écoutez, moi je n'attaque pas les gens, personne. J'attaque les idées que portent leurs partis politiques. Et écoutez, moi je suis désolée, j'ai entendu M. Le Pen, président d'honneur du Front National, et je sais quoi m'en tenir. Alors, est-ce que vous encouragez éventuellement Nicolas Sarkozy à débattre, à demander un débat à Marine Le Pen? Oh, mais bien sûr, il faut débattre avec tout le monde. Je suis d'ailleurs étonnée que François Hollande refuse le débat. Mais il vous savez, de la République quand même. l'attitude du Parti socialiste et du gouvernement vis-à-vis du Front National est profondément ambiguë. Monsieur Aziza, il faut quand même le dire. Vous avez vu Manuel Valls dans la dernière ligne droite des départementales. Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait une stratégie qui était extraordinaire. Il a décidé de zapper l'UMP. Il a érigé le Front National comme seul adversaire. Pourquoi? Pour le faire monter, pour essayer de dire aux Français, regardez, c'est eux qui portent l'alternance dans le pays. Et en même temps, c'était fantastique, ça soude la gauche. Donc en réalité, ce qu'il essaye de faire, c'est une espèce d'alliance des contraires pour essayer d'affaiblir l'UMP, qui est la seule vraie force crédible d'alternance dans ce pays, je le répète. Alors, il y aurait donc un intérêt pour l'UMP, pour la démocratie française, pour la République, de voir Nicolas Sarkozy débattre face à Marine Le Pen avant 2017 ? Mais je vais vous dire, moi je pense que le débat politique, partout et pour tous, est une force. Je pense qu'il faut aller chercher nos adversaires sur le terrain de leurs contradictions, de leur méconnaissance des sujets. Si vous voulez que je vous parle du Front National, moi j'avais une candidate Front National dans ma circonscription, elle savait même pas quelles étaient les compétences du département, vous voyez. Bon. Et en Île-de-France, pas très bon. Et en Île-de-France, on a eu des candidats. Marine Le Pen était en Île-de-France, elle était conseillère régionale. C'était pas une terre assez accueillante, elle est partie. Marion Maréchal Le Pen était sur la liste des Yvelines au régional de 2010. C'était pas une terre assez accueillante, elle est partie. Marie-Christine Arnautou, partie à Nice. Je veux dire, en Ile-de-France, le FN, donc, c'est trois petits tours. Il faut du tourisme. Mais bien sûr, c'est des touristes qui sont préoccupés beaucoup plus par leur carrière, leur mandat, que par vos problèmes. Alors, autre question qui a été posée au président de la République, la proportionnelle. Lui dit éventuellement favorable à l'installation d'une part de proportionnelle. Et vous dites quoi ? Moi, je dis que je vois bien la tentation de la gauche. La tentation de la gauche, c'est la tentation de Mitterrand 86. C'est pas ce qu'a dit François Hollande. Hein. Oui, pour l'instant, mais il revient avec cette dose de proportionnelle. Quelle dose ? Moi, je ne suis pas contre une petite dose de proportionnelle, sauf que si on fait une petite dose de proportionnelle, il va falloir redécouper. Et que nous avons déjà vu à quel point était antidémocratique le découpage qu'a fait François Hollande sur les cantonales. Vous savez que dans le Val-de-Marne, département qui est resté communiste, la droite et le centre font 52% des voix et réussissent à être battus. Donc moi je demande, si on redécoupe, je demande que ce soit fait sous le vrai regard d'une commission pluraliste qui regardera comment on découpera les circonscriptions. C'est peut-être pour ça que votre allié Jean-Christophe Lagarde, donc le président du UDI, souhaite, il l'a dit la semaine dernière ici à Radio J, une réforme du mode de scrutin législatif qui serait calqué sur celui des régionales, c'est-à-dire une proportionnelle intégrale avec une prime majoritaire. Ça irait dans le bon sens, ça ou pas ? Et c'est Jean-Christophe Lagarde qui le propose. Moi, je ne suis pas favorable à la proportionnelle intégrale, je vais vous dire pourquoi. Parce que je crois à la responsabilité individuelle, c'est au cœur des valeurs que je défends en politique. Et la responsabilité individuelle, c'est un homme, un territoire. Et si on fait des scrutins de liste, on aura des listes qui seront faites par les partis et on aura au Parlement des apparatchiks qui seront choisis parce qu'ils sont proches de tel ou tel courant, de tel ou tel
président de parti, etc. Et ce ne sera pas les citoyens qui choisiront. Et moi, je pense qu'en France, les citoyens ont l'habitude de choisir leurs élus. Ils les aiment, ils veulent les décider et ils veulent le pouvoir. Alors, dans l'actualité, il y a aussi le plan antiraciste que Manuel Valls a présenté vendredi, c'était à Créteil. Eh bien, est-ce que ça va dans le bon sens? Est-ce que ce plan va dans le bon sens? Moi, je trouve ça très symbolique que Manuel Valls ait décidé de le présenter à Créteil, parce que vous savez qu'il y a eu des exactions très graves qui ont été commises D'ailleurs, à Créteil. Il a expliqué que c'est pour ça qu'il allait le présenter à Créteil. Ouais. Où une jeune femme a été violée parce que on considérait qu'elle était juive, oui. Voilà, on considérait qu'elle était juive. Et puis, il y a eu un très beau film qui a été tourné aussi à Créteil, qui s'appelle Les Héritiers, et qui justement bat en brèche dans le cadre du lycée où Manuel Valls a présenté son... Ah, il est allé dans ce lycée-là, je ne savais pas. J'avais pas vu qu'il était allé dans ce lycée-là. Mais ce qui est très beau, c'est de montrer justement qu'on peut enseigner la Shoah au lycée, en réalité, en France aujourd'hui. Donc pas seulement la Shoah, les sciences, l'histoire, la philosophie, toutes les matières qui aujourd'hui sont plus ou moins... Alors, le problème, c'est qu'il ne faut pas que ce plan antiraciste reste lettre morte. Et moi, je dois vous faire part aujourd'hui de ma très grande préoccupation, notamment sur tout ce qui est prosélytisme islamique dans l'université. Donc, vous avez été ministre des universités. Le rapport Sexig qui a été remis au Haut Conseil à l'intégration nous sonne des signaux d'alarme très forts. Donc, on doit pouvoir enseigner toutes les matières, on doit pouvoir avoir des enseignants femmes, on n'a pas à prendre des salles de classe pour des salles de prière, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc la question de la neutralité et de la laïcité est une question qui va se poser, y compris dans l'université française. Alors, on continue à parler du plan de Manuel Valls. Il considère que la condamnation des discours de haine, aujourd'hui régie par le droit de la presse, c'est pas qu'il considère, il a décidé que cette condamnation des discours de haine sera intégrée au droit pénal pour, et c'est Manuel Valls qui parle, simplifier les règles d'enquête et de jugement. Est-ce que vous approuvez ce choix du Premier ministre ? Moi, je crois qu'il faut, vis-à-vis de la haine et vis-à-vis de la violence, il faut qu'on commence à être vraiment sans merci, parce que aujourd'hui, on est dans une société qui devient trop violente. Mais là, est-ce que ça va dans le bon sens ? Je crois que c'était une demande notamment d'associations antiracistes. Je crois que ça va dans le bon sens. Donc, je n'ai pas peur de la sanction. Aujourd'hui, je pense que vraiment, si on veut une société du respect, il faut accepter que la sanction fasse partie de notre dispositif de protection. Donc, sanction aussi par rapport à ce qui se passe sur Internet. Ça a été aussi une annonce de ce plan. Vous savez que le Front National a déclaré qu'il était contre le contrôle des sites Internet et de toutes les paroles violentes et racistes qui sont prononcées sur les sites Internet. Donc, posons-nous la question, quand on est contre justement le contrôle des sites Internet violents et haineux, pourquoi ? Mais non, mais je veux dire, voilà. Ça, c'est un acte concret du Front National qui dévoile la vraie nature du Front National. Il faut juger le Front National à ses actes concrets. Il dit qu'il veut lutter contre le terrorisme, il ne veut pas qu'on condamne les sites et qu'on les contrôle, les sites qui appellent à la haine. Eh bien, ça veut dire beaucoup de choses. Alors, des messages de haine antisémites, anti-policiers aussi, anti-Charlie, on l'a vu depuis le 7 ou le 8 ou le 9 janvier, relayé depuis des années par le net, par les réseaux sociaux, notamment par deux gourous du net, Dieudonné et Soral, devenus des gourous antisémites et négationnistes. Est-ce que cette décision de Manuel Valls de créer une unité nationale de lutte contre la haine sur Internet va assez loin et suffisante ? Oui, bien sûr, oui, ça va assez loin. On va voir si elle est efficace. Mais je pense que toutes ces mesures vont dans le bon sens. Et je vous dis, je pense qu'aujourd'hui, on doit être d'une détermination sans faille. Et puis, on doit montrer, alors là, pour le coup, que la République est unie. Vous m'avez demandé si j'aimais le terme républicain. Le terme républicain s'applique en l'occurrence. Ça s'appelle la fermeté républicaine. La fermeté républicaine. Parce que la République, en réalité, elle est challengée. En fait, elle est défiée. Elle est défiée par des personnes qui utilisent, soi-disant, le cadre de la liberté d'expression. Vous pensez notamment à Dieudonné Soral ? Je pense notamment à Dieudonné. Moi, je déteste la censure. Je considère qu'il ne faut pas censurer a priori. Mais en même temps, quand vous avez quelqu'un qui bafoue systématiquement des jugements, qui défie la République, c'est comme les femmes en burqa. Là-dessus, Manuel Valls n'a pas été solide. Je lui ai posé la question à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'on fait pour ces femmes en burqa ? C'est interdit. Certains payent leurs amendes à leur place et elles continuent. Elles sont multi-récidivistes. J'en ai encore croisé une en Seine-Saint-Denis quand je suis allée tracter pour les départementales. Donc aujourd'hui, c'est quoi cette République qui est bafouée ? Qu'est-ce qu'on fait ? Emmanuel Valls m'a répondu « Ah, Madame Pécresse, c'est un piège, je ne tomberai pas dedans. » Eh bien, je dis à Emmanuel Valls, là aussi, la République est bafouée. Là aussi, les prisons qui enferment les femmes doivent être interdites dans la République française. Dernière question, c'est